Bonjour ici et maintenant, dans le studio rue Violet, et bonjour ici à la librairie de l'Inconnu 84 rue du Cherche-Midi, dans le 6e. Hein. Eh oui, 6e toujours, ça pas dérive des continents n'est pas encore venu jusqu'à nous. Tu vois qu'il y a du monde. Bonjour Jean-Claude. Bonjour François. Il y a un monde fou et on les remercie. J'espère que vous n'êtes pas trop mal installés. On va installer des chaises, mais c'est prévu pour l'année prochaine. C'est vrai que je serai spectateur dans la librairie de l'Inconnu. Je râlerai en disant, il n'y a pas moyen de s'asseoir, on est debout. Quel corvée. Mais de toute façon, vu la qualité de nos invités, tu vas en parler tout de suite, on ne peut rester que debout. C'est la standing ovation permanente. Alors il y a Henri Vigneault. Bonjour Henri. Bonjour Jean-Claude. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler la nuit. On se retrouve tous les deux. Je suis très content de te voir là. Moi de même, ça fait un grand plaisir déjà. Donc je suis bien vivant et en chair et en os. Et je ne suis pas un mythe, ni légende, ni un spectral, quoi. Est-ce que tu pourrais dire, je sais pas si ça va les intéresser, mais est-ce que tu pourrais dire la particularité de ton répondeur téléphonique, de ta boîte vocale de ton portable? Mais c'est perso, ça. C'est pas pro. Mais est-ce que tu pourrais le faire là? J'ai pas la musique, mais... Non, j'ai pas la musique. Non, c'est uniquement la musique d'X-Files, voilà. Tout le monde va savoir tout, quoi. Très, très original. En fait, je suis en voyage intergalactique sur mon répondeur. Voilà. Je reviendrai peut-être sur Terre. Voilà le message. Ne dérangez pas Henri Vigneault. Voilà. Et puis, il y a Joël Frété que j'ai invité et que je te présente. Vous connaissiez pas tous les deux. Et Joël avait très envie de venir. On se connaît déjà. Vous connaissiez? Oui, on se connaît. Mais alors? Ah bah, je raconte pas tout. Hein. Et vous m'avez feinté tous les deux. Non, je te l'ai dit l'autre soir. T'as pas écouté. Non, mais j'ai oublié. Il y a des choses qu'il faut mieux On s'est rencontrés une fois. Parce que j'avais envie de rencontrer Henri. Voilà. Alors François, comme je connais Henri Vigneault presque par cœur, je dis bien presque par cœur, c'est à toi de faire l'animateur. Alors je vais déjà l'engueuler parce que un soir, il m'a fait tenir jusqu'à 6h du matin. D'ailleurs, c'est une émission que tu animais, toujours brillamment, mon cher Jean-Claude. Et j'avoue que j'ai été passionné par le personnage, et c'est ce qui nous a donné l'envie et même la volonté farouche de l'avoir parmi nous ce soir à la librairie de l'Inconnu. Parce que sa démarche est quand même très intéressante. Ici, on nous pose toujours un peu les éternelles questions, mais c'est quoi un médium, c'est quoi un voyant, mais comment une personne bien vivante peut se mettre en contact avec l'au-delà. Alors le bon voyant, le bon médium et la personne capable de le faire, il l'a démontré dans cette émission. C'était Henri Vigneault, et c'est pour ça que je pense qu'on peut déjà lui dire un grand merci, parce que je suis certain, avec sa modestie, qu'il a rendu service à beaucoup de gens, et ça on oublie un peu par rapport à des mots qui sont un peu sauvages comme médium ou voyant, qu'il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de bonté, il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'écoute, et aussi un grand réconfort lorsqu'on sort, parce qu'on a perdu un frère, on a perdu un mari, on ne sait pas si le frère s'est suicidé ou s'il est simplement mort de noyade naturelle. Et je pense que ces personnes-là, ces êtres, ils ont bien sûr un don que la majorité d'entre nous n'avons pas, et on leur rend pas assez, disons, hommage, parce que leur image est souvent polluée par tout ce qu'on voit dans la presse gratuite, le voyant qui vous promet pour 30 € par carte bleue la vérité éternelle et l'avenir défini comme une plage de sable fin. Et merci Henri, ça c'est moi je voulais commencer par là parce que c'est quand même bien. Et moi je voulais commencer par un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Aux empêcheurs de tourner en rond, 100 mots pour comprendre la voyance. C'est écrit par Bertrand Méheux, qui n'est pas n'importe qui. Bertrand Méheux, il est philosophe, il est spécialiste du magnétisme et de la voyance. Et au chapitre de Descartes, pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec ce fameux mot cartésien, voilà ce qu'il dit, Bertrand Méheux: ceux qui rejettent les phénomènes de la voyance en invoquant l'esprit cartésien sont plus cartésiens que Descartes. Ils devraient se pencher sur les textes où le fondateur de la philosophie moderne cherche à rendre raison de certains phénomènes de métacommunication et d'influence à distance que l'on dit aujourd'hui paranormaux. Le philosophe était, semble-t-il, sensible aux prémonitions. Quand est-ce que les médias vont dire un jour la vérité sur Descartes? Mais tu sais, j'en parlerai plus, parce que... Mais pour répondre par une autre phrase, on dit toujours que les vérités d'aujourd'hui sont les erreurs de demain. Donc laissons un peu... Et les erreurs d'hier sont les vérités d'aujourd'hui? On peut proposer comme ça? Parfois. Alors, je te laisse avec Henri. D'abord François, j'aimerais te remercier. Ensuite toi? Ah bien sûr. Avec plaisir. Déjà, parce que la médiumnité, c'est vrai que c'est un acte qui est un acte d'amour. Pour moi, c'est ça en premier, déjà. C'est vraiment le lien avec l'autre, et c'est vraiment, on rentre dans un contexte particulier où on est vraiment dans une dimension d'amour, de cœur. Et puis, il est vrai qu'on rencontre des personnes qui sont parfois en très grave difficulté,
Et moi, depuis 23 ans, je sillonne donc la France dans pas mal d'associations où je vais à la rencontre des personnes qui sont en recherche sur le plan spirituel et puis également des personnes malheureusement qui perdent un être cher et notamment beaucoup de parents qui perdent des enfants. Donc ça, c'est l'un des plus grands drames, je crois, dans une vie pour un être. Ce n'est pas dans la logique, en tout cas apparente, des choses. Et donc, j'essaye d'avoir des contacts et le plus possible des preuves de survie de l'âme. Là est mon travail principal pour pouvoir apporter cette aide dont l'autre a besoin. Et quand on a vraiment ces grâces, quand on a le contact, moi je suis toujours aussi dans un acte de remerciement intérieur dans cette force spirituelle, en Dieu, pour moi en tous les cas, qu'importe le nom qu'on va donner. Et en fait, c'est vraiment là pour moi, je dirais aussi au niveau spirituel, aussi toujours un éveil intérieur. Et je remercie toujours pour recevoir ce que j'ai. Parce que c'est toujours pareil pour moi, je dirais un échange, le don de recevoir et de donner est un lien important. Henri, recevoir ce que j'ai, les premiers signes de recevoir ce que j'ai, c'était tout petit, c'était tard? Oui, en ce qui me concerne, c'était très tôt, à l'âge de 7 ans enfant. J'ai commencé à voir des phénomènes le premier phénomène, tout premier, a été en fait l'apparition d'un pendu chez mes parents dans une ferme qui avait été rénovée en maison d'habitation. Et là, j'ai commencé à avoir donc cette vision très régulièrement. Évidemment, à l'âge de 7 ans, on n'écoute pas trop un enfant qui dit avoir une vision comme celle-ci. On pense plutôt aux rêves, aux cauchemars, etc. Et puis pendant des années, je dormais avec un drap sur la tête, avec un tout petit trou pour regarder ce phénomène-là, très apeuré. Et les parents ont quand même pris des renseignements un jour pour vérifier si dans le passé, au cas où, il n'y aurait pas eu justement quelqu'un qui serait parti par pendaison. Eh bien, ce qui a été le cas, car c'était l'ancien propriétaire qui s'était pendu dans la maison. Et mes parents ne le savaient pas. Donc là, commencé donc ces phénomènes-là. Ensuite, ça a été ce qu'on appelle également des poltergeists, c'est-à-dire des déplacements d'objets, télékinésie involontaire. Ensuite, j'ai commencé à avoir des visions concernant la famille. Bonne et mauvaise. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse là, c'est que quand on commence à être dans la médiumnité, qu'importe le phénomène du déclenchement de la médiumnité et l'âge également, car ça peut pour un individu arriver à n'importe quel moment, par un choc émotionnel, un choc de santé, accidentel, enfin qu'importe. Et à ce moment-là, la personne pourra être amenée à percevoir bien souvent, je dis bien souvent, des phénomènes tout ce qui est difficile, tout ce qui est événementiel grave. C'est un petit peu normal, en fait, parce que ce sont des taux vibratoires les plus bas et les plus accessibles au niveau de la perception sensorielle. Il va nous appartenir à chacun de nous, après, d'essayer de nous éveiller intérieurement pour pouvoir capter d'autres informations sur les plans plus subtils. Donc, on ne rentrera pas dans le cursus de l'éther, etc., mais c'est un travail intérieur. D'autres auront la grâce d'avoir très tôt, donc comme moi c'était le cas, je dis grâce, mais en même temps sacerdoce, parce que c'est pas toujours facile à vivre dans le quotidien. La plupart d'entre vous qui nous voyez parfois, moi ou d'autres collègues, travailler soit en public ou en privé, vous ne voyez que le merveilleux des choses. Mais derrière, il y a tout un travail intérieur, il y a différentes sensibilités. Parfois on a des charges énergétiques venant de vous-même ou parfois également des défunts, car les défunts se servent du médium, de l'intermédiaire que l'on est, pour pouvoir justement arriver à se faire identifier. Et en ce qui me concerne, par moment, je fonctionne également en phénomène de empathie, c'est-à-dire que parfois l'esprit peut se faire reconnaître en même temps par sa propre mort, comment il est parti, par les douleurs qu'il a eues dans le corps physique. Par exemple, quelqu'un qui a été accidenté de la route et qui est parti sur une moto comme ça, un accident, et qui a été la tête qui a touché un sol ou quelque chose, donc heurté, eh bien l'esprit parfois peut se manifester en donnant le choc en même temps qu'on a l'esprit, comprenez? C'est par ces détails précis, et parfois ils se servent par semi-incorporation, comme je dis également, pour se faire identifier par des mêmes mots ou le même geste de temps en temps. Voilà. Henri, tu utilises des mots de ton langage de tous les jours. Oui, c'est vrai. Tu nous demandes, est-ce que vous comprenez? Je pense qu'il y a, et j'aimerais qu'il y en ait, des personnes qui ne croient pas que cela est possible. Mais j'aimerais aussi que les médias ne cherchent pas toujours à ridiculiser les voyants ou les médiums. Toutes les émissions de télévision... Malheureusement, c'est ça en France. C'est la ridiculation. Je suis sûr que en cachette, en coulisses, ils doivent vous demander des trucs, non?
Oh, Tu peux avouer? Oui, bien sûr. Enfin, on rencontre tellement de gens différents et dans tous les domaines, bien sûr, et également, comme tu viens de dire, dans ces personnes-là, bien sûr. Certains ne veulent pas être mis en avant, même des scientifiques. Ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir une personnalité qui est complètement en recherche. Et un jour, je l'ai vu sur un plateau de télévision, justement, où il était invité sur les sujets de la parapsychologie. Et lui était complètement fermé sur le plateau. Je l'avais revu après, et je lui ai demandé donc pourquoi il avait parlé ainsi, en négativité, contre ces phénomènes-là. Alors que je sais qu'il est en recherche personnelle et qu'il sait certaines choses existantes par rapport à cela. Eh bien, il m'a dit, écoutez, il faut me comprendre parce que sinon on va me couper mes subventions, vraiment. Tout simple. Oui. Ce qui a été le cas, de Rémi Chauvin au départ, qui a édité des livres sous un faux nom. Bien sûr. Tout à fait. Voilà. Mais pourquoi ça, c'est la France. Hein. Mais c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de la peur, c'est la peur de la mort, c'est la peur de rentrer en contact avec des entités dont on n'a plus aucune trace. C'est la peur aussi certainement de gens différents de ce qu'ils sont. Aussi, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le plus grand nombre est aussi représenté par un nombre infinitésimal, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont en plus? Donc est-ce qu'il y a du spectacle à donner? Est-ce qu'il y a du mensonge? Est-ce qu'il y a de la manipulation? Est-ce qu'ils le font mieux que moi? Et voilà, c'est pour ça que pour revenir au problème des médias, et je partage ton point de vue, Jean-Claude, c'est que les médias, on sait tous qu'il faut faire de l'audience et qu'on a toujours en mémoire collective la bonne petite sorcière qui fait des choses invraisemblables. Faire de l'audience, mais avoir des invités qu'on ridiculise. Oui, mais ça c'est éternel. Alors, on n'est pas là pour refaire le monde. Ah, mais on attend quand même. Je prends une image symbolique, c'est qu'on attend toujours que le petit lapin sorte du chapeau quand on a ce genre d'invité. Mais ça c'est pas très important. L'important c'est de dire encore une fois, revenons au fondamental. Et le fondamental, quand quelqu'un comme Henri ou Joël ont ce genre de don donné par je ne sais pas trop qui, mais donné qui est là. Quand ils s'exercent vis-à-vis d'une personne, c'est pour du bon, c'est pour du bien, c'est pour du mieux. Le reste, tant pis pour eux si les autres sont en retard par rapport à la vérité. François de Mirbeck, as-tu été déjà voir Henri Vigneault travailler? Non, je te dis, le seul contact que j'ai eu... Et je dis bien travailler. Non, le seul contact que j'ai eu avec Henri, c'était au travers de ton émission, un vendredi soir. Et de toute façon, c'est pas, il a pas à parler pendant 20 minutes pour savoir que c'est quelqu'un qui est habité par quelque chose de très fort. Et ce quelque chose de très fort, au lieu de le garder, on voit qu'il a une façon automatique, presque obligatoire, qui maîtrise ou pas, mais qui fait passer à l'autre. Et ça, je pense que, encore une fois, des personnages comme ça, on s'en fout des médias. On s'en fout du côté un peu ridicule et grand cirque. On sait que ça existe. Nous le savons. Vous qui êtes face à nous, vous savez que ça existe. Et on n'est pas les seuls. Il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que d'abord, ce qu'on appelle un médium ou un voyant, au niveau de l'éducation, ils sont de plus en plus forts, ils sont de plus en plus éduqués, ils sont de plus en plus formés. On sait tous ici que, encore une fois, nous on a besoin de notions et de qualités supplémentaires pour que ce passage sur Terre, on dit qu'il est unique ou pas unique, après c'est la croyance de chacun, mais en tous les cas ça doit pas être simplement une naissance, une mort, j'en discutais avec Joël tout à l'heure, mais ça doit être quelque chose qui est une vraie quête, et à partir de ça, on a la chance de rencontrer des gens qui sont en avance par rapport à nous. François de Mirbeck, je t'interromps, pardonne-moi, ça fait 1 an et demi que je te connais. Oui. Et je sens que ce sujet-là est un sujet qui te passionne. Ben On n'en avait jamais parlé. Non, on a déjà parlé, on a parlé beaucoup de sujets déjà. Hein. Et tout le monde peut vérifier, nous n'avons pas de notes. Hein. Nos phrases, nos paroles viennent instantanément. J'ai presque envie de me taire totalement et de te laisser animer complètement cette émission. Mais non, parce que Jean-Claude, tu sais très bien, avec la radio ici maintenant, on a la chance, que ce soit libre et l'inconnu ou en studio, vous avez le don, au niveau du formatage de votre émission, de laisser parler des gens. Vous avez le don, je vais pas faire de la publicité comme ça pour ici maintenant, c'est en ressenti profond, et c'est pas de la promotion. Vous avez le don de faire venir des gens qui sont, pour chacun d'entre nous, un peu des éclaireurs dans des domaines différents, mais qui sont tous des catalyseurs d'énergie pour qu'on aille plus loin à titre individuel. Donc c'est pour ça que je parle avec passion d'Henri, et Joël va parler parce que lui aussi travaille beaucoup sur l'intérieur de nous-mêmes. Il essaie d'aider beaucoup de gens
Joël d'ailleurs, tu vas parler un peu parce que tu t'es situé en casting invité, mais tu vas quand même parler. Comment ça se passe quand quelqu'un vient te voir et qu'est-ce qu'il attend de toi, Joël? Moi, j'ai un fonctionnement qui est très différent de celui d'Henri. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait parce que ça fait pas du tout partie de mes fonctionnements. Je pense que chaque personne fonctionne différemment. J'ai eu moi aussi dans mon enfance et mon adolescence des phénomènes paranormaux. On en avait parlé quand je suis venu te voir, qui se sont beaucoup calmés quand j'ai grandi, on va dire. Et ça ne s'est pas représenté depuis. Et j'ai un fonctionnement, moi, qui me permet de recevoir, on va dire, sous une forme de télépathie, des informations concernant essentiellement l'intérieur des gens. Donc tout ce qui peut être problématique intérieure et blocage pour aller vers un éveil spirituel. Je ne fais pas de voyance événementielle, enfin j'essaye. Je vais vers une voyance, essentiellement une voyance d'éveil. Voilà. Est-ce que tu te souviens la semaine dernière, l'émission Mathieu, tu te souviens de ce prénom? Non. De ce garçon qui a appelé, qui a 26 ans. Il a à peine parlé, à peine prononcé quelques mots. Et je lui ai demandé, mais souviens-toi, mais vous oubliez, c'est ça la difficulté avec vous. Quand vous êtes en clairaudience, vous oubliez complètement tout. Il a ajouté à la fin, c'est tellement brillant que moi qui ne suis pas du tout un adepte de ce type d'émission, je suis feinté. Super. Mais avec qui vous êtes en communication? J'ai posé la question à des dizaines de fois. Je sais bien qu'à chaque fois tu me demandes c'est quoi ton fonctionnement, je suis même pas capable de mettre des mots dessus. Parce que c'est voyant, médium, je sais pas, je pense qu'on a tous une part, je pense qu'Henri ne va pas me contredire là-dessus, on a tous un canal. Maintenant il est plus ou moins développé, chez moi il est développé comme ça, chez Henri il a des facultés, moi réellement je l'admire beaucoup parce que je sais qu'être en présence des entités, quelles qu'elles soient, c'est pas facile. Moi, j'ai vécu ça. Ça m'a quitté, et peut-être ça reviendra un jour, mais c'est un travail très difficile d'avoir un contact avec l'au-delà en permanence comme ça. Et moi, je travaille sous un autre type d'énergie, et c'est vrai que ma part à moi est sûrement plus facile que ce que tu fais, Henri. Ouais. Elle est plus complexe, peut-être la mienne, je sais pas, mais... Elle est sûrement plus difficile à gérer pour toi. Regardez tous les deux, comme tout est dans l'instant présent. Si vous échangiez, vos questions et vos réponses. Mais non, François on va passer la nuit ici. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Et puis on laissera les téléspectateurs, ni les auditeurs qui sont présents non pas dans le studio, mais dans la librairie. Je rappelle, si vous voulez nous rejoindre, nous sommes là en direct jusqu'à 19h. On laissera aussi... les personnes présentes vous poser des questions à tous les deux. Hein? Tout à fait. Alors ces questions mutuelles, ça vient? Tu vas bien? Joël, tu fonctionnes forcément par flash aussi? Je peux pas dire que ce soit des flashs visuels et je peux pas dire non plus que ça soit de l'auditif. J'arrive pas à expliquer comment je le ressens physiquement, je l'entends. Intérieurement, tu veux dire? Ouais, je sais pas, c'est une évidence. D'écho intérieur, voilà. Sans mots formulés. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression d'être canalisé, si tu veux, quand je suis en consultation ou même en radio. Et je sais pas, c'est une évidence. C'est comme si, en fait, on était deux à l'intérieur et que ça soit plus moi qui parle réellement. Quoi. Et vous arrivez à faire le tri? Vous arrivez à faire le tri tous les deux? Le tri. En plus, il y a le casque sur les oreilles, je parle des émissions de radio. Oui, en radio, c'est vrai que c'est pas facile. Toi et moi, ça fait 1 an et demi, Henri, on a passé des nuits entières avec des auditrices et des auditeurs qui étaient là. Il y en a même un qui est là. Il y a Isabelle, que tu sais, dont on a parlé la semaine dernière, qui est venue aussi. Comment Henri peut savoir que le prénom, et je resterai toujours étonné, comment Henri peut savoir que le prénom du papa de Marie, c'était, tu te souviens? Ahmed, ah oui. Comment qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu pouvais savoir que sur le bras gauche du père de Marie, il y avait un tatouage? Comment tu pouvais savoir, et je le redis parce que j'ai été bluffé, comment tu pouvais savoir que le dimanche matin, cet homme-là, qui est décédé d'un cancer, cet homme-là allait faire le marché à Argenteuil? Comment, d'où vous vient cette information? Honnêtement, moi, ça fait, j'ai pas non plus 70 ans, mais ça fait quand même quelques années que je connais tous ces phénomènes-là. Et c'est vrai que moi qui ne consulte jamais, j'ai été voir Henri parce que j'ai écouté ton émission comme beaucoup, et c'est vrai qu'il m'a bluffé. Et pourtant, je connais bien le milieu, je sais qu'il y a de tout. Et des gens de la qualité d'Henri, il y en a très peu. Et tout ça avec une photo, ou 2 ou 3.
Écoute, là tu parles du contact avec l'entité. Oui, mais parce que c'est ce qui me semble le plus étonnant. Notre avenir, tout le monde, je le dis, et ça va rester ma phrase fétiche, tout le monde se soucie de son avenir et personne ne se soucie de son éternité. Ah, c'est bien dit. Je l'ai déposé. Tu vois? Mais l'événementiel, est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que ça a vraiment beaucoup d'intérêt? Tu me fais plaisir. Mais ça fait des années que je jure pas d'intérêt. Hier soir, j'ai fait une prestation publique hier soir. Et justement, j'aime bien, avant de commencer les expériences médiumniques, faire un petit débat d'une petite demi-heure. Et justement, c'est ce que j'ai mis en avant hier soir, que il est important également d'être dans l'expérience et dans l'éveil en même temps sur le plan spirituel et comprendre et accepter aussi le message qui peut venir aussi sur des plans subtils d'enseignement, de reconnaissance au niveau de l'esprit, etc. Et en même temps de voir l'amour qui continue de par le monde physique. Pourquoi les personnes, et je les comprends, je ne les critique pas, mais pourquoi les personnes qui posent une question n'écoutent pas? Elles sont dans leur truc, elles sont dans leurs questions, alors que vous demandez, et les uns et les autres, beaucoup de calme, beaucoup de silence, beaucoup d'écoute. Parce que c'est vrai qu'en radio, il faut aller vite. Oui. Pourquoi cette préoccupation? Est-ce que vous la comprenez? Parce que là, j'ai en même temps aussi envie de parler de votre boulot. Est-ce que quand il y a des interruptions sans arrêt de personnes, est-ce que ça ne coupe pas la connexion? Tout va dépendre de la longueur d'onde dans laquelle on va être déjà au niveau de la perception. En ce qui me concerne, j'ai quand même une grande expérience du public depuis maintenant pas mal d'années. Je suis habitué à ce que les gens parfois bougent des papiers, bougent un sac, parlent un tout petit peu. Parfois je recadre des gens en public pour leur demander vraiment de respecter la séance pour pouvoir arriver à travailler et élever le taux vibratoire pour qu'on puisse communier ensemble. Parce que pour moi c'est une communion quelque part. Et comme je dis souvent, quand on est en public, c'est réellement une énergie qui est liée entre vous et moi, parce qu'on va créer un égrégore, donc une force d'énergie qui va nous amener à pouvoir élever un champ magnétique de pensée, on va dire, et puis arriver à capter après certaines informations, certaines perceptions et certaines communications, évidemment spirituelles, de contact de l'au-delà. Et là, à ce moment-là, je ferai peut-être une petite aparté en faisant référence, pourquoi pas, entre guillemets, je pense à ça à l'instant. Imaginez un prêtre qui va faire une homélie et qui va, par exemple, arriver à porter justement les personnes qui sont là présentes pour cette messe. Si il est très bon dans son prêche et l'homélie, il va arriver dans son amour, en même temps qu'il va donc transmettre, avec sa foi personnelle, il va transmettre une énergie ce qui fait que les gens vont être portés, tu vois. Et au même moment, c'est une énergie que nous, qui sommes en face et qui devons travailler pour recevoir les informations de l'invisible, on se catalyse quelque part sur un taux de vibratoire d'une longueur d'onde. Et là, à ce moment-là, on peut décoller, entre guillemets, tu vois, comme un avion, et la recevoir avec richesse au niveau des infos invisibles. Tu me parles de l'avion. Tu te souviens, le cousin d'Isabelle, une autre Isabelle, qui avait apporté en direct la photo de son cousin pendant 2 minutes. Parce qu'il faut aussi regarder en émission, en radio, en studio, c'est complètement différent de ce que peut se passer dans une salle. Qu'est-ce qui a fait que dans les 2 minutes 30, j'ai chronométré, tu as parlé d'accident d'avion pour ce garçon qui est mort à 14 ans. Dans cet accident d'avion, ce scratch qui n'est pas resté totalement expliqué de la TWA. Est-ce que tu te souviens? Ça oui, un peu quand même, un petit peu. En fait, quand l'esprit veut rentrer en contact... Mais l'esprit de qui? L'esprit de la personne qui est désincarnée, donc qui est partie, qui veut communiquer, je parle. Hein. Mais le corps est mort, l'esprit subsiste encore alors? Oui, bien sûr, Jean-Claude. Et en fait, ce qui me passionne par moments, c'est d'être transporté par vision. Alors, les visions, pour moi, en ce qui me concerne, elles sont vivantes. Soit c'est un flash rapide, ou soit ce sont des films, vraiment comme si tu vois une image qui se déplace vers toi, ou alors tu es complètement plongé à distance, et tu n'es plus spectateur, tu es vraiment dans l'instant même, dans le lieu, comme là, si je te regarde à ma droite, tu vois, ou je regarde les gens devant moi, je suis complètement dans cette vision concrète. Et là, je peux voir des détails précis, mais guidés, dirigés, et non pas volontaires.
c'est là où je sens la force invisible qui me guide vers une chose très précise pour me montrer quelque chose. Et ce qui est très intéressant, c'est quand la personne ne comprend pas tout dans l'instant même, c'est quand au cours du développement de la perception, quand l'esprit veut revenir, réattaquer, je dirais, pour encore préciser avec d'autres détails jusqu'à ce que la personne puisse comprendre de quoi il s'agit, tu vois. Oui. Et ça, c'est génial. Mais oui, mais l'exception que tu es, dont parlait Joël Frété tout à l'heure, c'est la finesse. On a dit de toi que tu étais tu faisais de la dentelle. Tu arrivais à donner de ces précisions. Écoute, je suis qu'un instrument. Mais est-ce que ça arrive tout d'un bloc où il faut du temps? Pour capter, tu Oui, pour capter. Est-ce que toutes les informations arrivent en même temps? Ou est-ce que ça... Alors, oui, parfois ça peut arriver en vrac. Ça fait une sorte de confusion de fluide, de réceptivité. Même chez moi, parfois la nuit, ça m'arrive d'entendre des entités qui parlent à plusieurs. J'essaie de capter qui veut parler en premier pour comprendre quel est le message. Parfois ça va tellement vite, on ne sait pas qui veut venir en premier. Alors moi je respecte toujours l'ordre établi de réceptivité pour une entité. Celle qui viendra la première pour communiquer, pour apporter sa preuve de survie et autres. C'est toi qui décides de l'ordre ou... Non, quand je l'ai reçu. Tu es aux ordres, si j'ose dire. Oui, moi je respecte l'ordre reçu. Oui. Tu vois. Oui. Quand je dis ordre entre guillemets aussi. Et là où je m'amuse également entre guillemets, c'est quand je suis en voyage, souvent sur les routes de France, comme là je pars encore aussi à Nantes samedi pour une prestation publique. Et c'est quand je suis en voyage en train, je reçois dans le train déjà des communications spirituelles d'esprits qui vont venir pour des personnes qui seront dans l'assistance le jour même. Et ça c'est extraordinaire. Je note les messages et les détails très précis. Quand j'arrive en public, eh bien, je vais attendre si l'entité revient tout de suite pour commencer ou si c'est après. Et en général, l'esprit vient à un moment précis au départ ou au milieu de la séance, pourquoi pas. Et à ce moment-là, je vais avoir le développement encore spirituel pour le contact avec d'autres preuves et les gens... c'est génial ça. Henri, je vais te poser la question que tout le monde a envie de te poser. Okay. S'il se passe quelque chose pendant ce direct, oui, tout le monde a envie. Oui. Il faut le dire. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Vous avez envie qu'il se passe quelque chose? Petit pied. Hein? Mais c'est ça l'honnêteté. C'est ça l'honnêteté. C'est de dire, il peut ne rien se passer, comme il peut se passer quelque chose. S'il se passe quelque chose, tu pourras m'arrêter, arrêter François, arrêter Joël et dire, tu sais, ils sont venus pour ça et je les comprends aussi. Oui, bah peut-être, pourquoi pas, je sais pas encore pour l'instant. Hein. Je suis dans la concentration de réponse à tes questions. Mais ça aussi, c'est une faculté extraordinaire que tu as, comme Joël, de pouvoir vous parler en faisant une émission, de pouvoir vous parler et que rien ne vient vous court-circuiter. Oui. Vous êtes là, vous êtes maintenant, vous êtes ici et vous êtes quelque part ailleurs. Oui, je crois qu'on est dans différentes dimensions en même temps, oui, c'est vrai. Des mondes parallèles, entre guillemets. Ah, François de Mirbeck. Ah, pardon. Oui, Joël. Oui, des mondes parallèles. Oui, c'est vrai. Oui. Dans cette espèce d'énergie un petit peu différente, peut-être des autres, oui. François de Mirbeck. Alors, pour Henri, est-ce que la communication avec quelqu'un qui nous a quittés brutalement, un accident de voiture, un suicide, quelqu'un qui n'a pas eu le temps de se voir mourir, est différente de celle qui est morte tranquillement dans son lit? Tout va dépendre déjà des préoccupations de l'esprit quand il part de l'autre côté. Si l'âme a des regrets, des amertumes, des choses qui n'arrivent pas justement à laisser sur le plan physique par rapport à des soucis ou des choses qu'il n'a pas accomplies, ou l'âme peut avoir des souffrances justement par rapport à ce qu'il a pu faire subir à autrui, hein. Et donc l'âme de l'autre côté justement se rend compte de ce qu'elle a pu faire. Et donc la souffrance va dépendre à ce moment-là pour le dégagement de l'âme. On sait qu'on est relié justement entre le monde spirituel et le monde visible, on est relié avec de notre vivant déjà avec ce qu'on appelle la corde d'argent. Donc qu'on connaît tous, non pas tout le monde, mais dans différents écrits religieux, on peut retrouver justement cette corde d'argent qui est décrit, qui est reliée à l'atome germe du cœur. Et en fait, quand nous dormons la nuit, eh bien, nous voyageons hors de notre corps et nous sommes reliés par cette corde. Voilà. Donc, elle est extensible à l'infini. Et donc, on peut franchir des plans
ou alors partir dans des dimensions spirituelles pour aussi être informé, pour aider, pourquoi pas, et on n'a pas le souvenir de ce qui s'est passé en général, sauf pour ceux qui ont la décorporation consciente en ce qui me concerne, ce qui est le cas pour moi. Et quand on vient à partir de ce monde physique, eh bien, la corde d'argent sera rompue que au moment où on aura perçu ce qu'on appelle le film panoramique de notre vie. J'ai assisté une fois à ce phénomène-là, car dans ma vie, j'ai eu la chance de vivre plusieurs enseignements dans la vie par ce qu'on appelle le guide spirituel, qui m'a montré des choses depuis très jeune et encore aujourd'hui. Et il m'a montré un accident de voiture. Alors je vais peut-être être bref par rapport à ce récit. Ça se passait il y a pas mal d'années en arrière. J'avais des amis qui m'avaient invité chez des amis à eux à Pithiviers. Et ces amis en question habitaient une ferme qu'ils avaient rénovée également, donc en maison d'habitation, et les travaux n'étaient pas terminés. À la fin de la soirée, ils m'ont conduit à ma chambre qui se situait donc sous les toits, mansardée, avec un vasistas, c'était l'été, et d'un seul coup, j'ai commencé à sentir que mon corps astral commençait à bouger du corps physique, et j'ai entendu mon guide spirituel qui m'a dit « Viens ». Là, j'étais happé hors du corps, et je me suis retrouvé donc au-dessus de la maison et j'ai survolé. Là, c'est extraordinaire de pouvoir être dans un voyage hors du corps, mais lent, et non pas de partir dans ce que tout le monde a dû plus ou moins entendre, c'est-à-dire le fameux tunnel. Et là, j'ai pu donc voyager, entre guillemets, au-dessus des campagnes, au-dessus d'une route départementale ou nationale qui était arborisée de chaque côté. Et là, au-dessus, je dirais, des arbres donc de quelques mètres, et mon guide m'a dit, regarde. Donc on a stoppé, on était vraiment en position donc d'observation. Et j'ai vu deux véhicules, donc l'un qui arrivait donc sous moi et qui me dépassait devant, et un qui arrivait en face. Et le véhicule qui arrivait en face, et malheureusement, j'ai vu et constaté que cette personne-là avait un problème d'ivresse ou autre, parce que le véhicule zigzaguait un petit peu. Et là, j'ai vu la collision. Et à ce moment-là, dans l'une des voitures, eh bien, j'ai vu un des corps, comment il était en position plus ou moins, et j'ai vu l'esprit sortir du corps physique. Ça, c'était la nuit. Et à ce moment-là, j'étais happé, ce qui est rare, et c'est la première fois que je vis cela, et je n'ai jamais entendu parler de cela par aucune personne, ni dans aucun bouquin. J'étais happé par le tunnel, je dirais astral, de l'esprit qui venait de partir. C'est-à-dire, je suis parti en marche arrière. Henri, quand tu dis esprit, là, oui. C'est quoi? Est-ce que tu peux le matérialiser, l'écrire, le décrire avec des mots? Quand tu parles d'esprit, j'ai vu l'esprit. C'est-à-dire, alors voilà, j'ai vu le spectre alors, mais qui contient l'âme, donc tout ce qui constitue un individu à travers sa pensée, à travers ce qu'il a de son vivant, mais évidemment, là on va rentrer après dans des explications que je ne pourrais peut-être pas fournir non plus, qu'un théologien comme François Brune pourrait peut-être expliquer davantage que moi, oui. Mais la conscience totale de l'être, en tous les cas, et sous forme, je dirais, densifiée, mais aussi avec une densification énergétique et en même temps fluidique. Voilà. Et je sais pas si c'est très clair, c'est pas facile à décrire. Non, mais ça ressemble à certaines expériences de photos qu'on a pu voir de médiums avec des ectoplasmes. Oui, c'est un peu ça. Parce qu'il y a aussi des photos, ça, oui. Mais les photos, c'est un peu ça. On dit toujours qu'elles sont truquées, bien entendu. Oui. Enfin, pour finir mon histoire, Jean-Claude, voilà, c'est que là, j'étais happé par ce fameux tunnel, donc en arrière, et on était dans une dimension noire, mais vivante. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et là, j'ai vu une image panoramique, et je voyais l'esprit, donc cette âme qui venait de quitter son corps physique, regardant donc visionnant son film. Mais je n'ai pas eu accès à l'état émotionnel de son parcours. C'est que lui qui pouvait tout ressentir par rapport à ce qu'il a fait ou pas fait dans son incarnation donc physique terrestre. Et mon guide m'a dit on rentre. Je suis après revenu dans le corps physique très rapidement, plus rapide que je ne suis parti. Le lendemain matin, au petit déjeuner, comme je suis d'un tempérament assez curieux, j'ai demandé au propriétaire de la maison s'ils avaient un véhicule, parce que je n'avais pas vu de véhicule dans la cour, sauf un garage fermé. Et ils m'ont dit, oui, on a un véhicule. Je leur dis, quel style de voiture avez-vous? Parce que j'avais décrit
j'avais pu voir la couleur du véhicule, donc au niveau de l'accident. Et je voulais savoir si ce n'était pas une vision, enfin, si c'était pas un phénomène que j'ai vécu dans un espace-temps modifié ou en temps réel. Pour moi, tout était en temps réel. Mais j'aime bien savoir. Et en fait, leur véhicule ne correspondait pas au niveau de la couleur, de ce que j'avais pu voir. Les jours qui ont suivi, je suis rentré sur Paris. Et les jours qui ont suivi, eh bien, ces personnes en question m'ont envoyé la photo du journal local et les deux véhicules, l'endroit exact, la couleur, tout correspondait. Donc j'ai eu la preuve, la double preuve en même temps, et pour eux aussi. Alors il faudrait être sacrément mal dans la tête pour avoir autant de précision. Parce que je vois François et Joël et celles et ceux qui sont en face de nous te regardent. La précision, la minutie. J'ai l'air d'un ovni. La minutie. Je vais même pas te poser une question, hein, les ovnis, ça existe. Bien sûr. Hein, on est bien d'accord. Allez. Mais la précision et la minutie avec laquelle tu décris tout ça, tu vois? Ah bah j'aime bien raconter les histoires. Mais, ce que j'ai vécu. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir peur d'être pris pour un, tu vois ce que je veux dire? Éliminé? Oui. Oh, peut-être pire que ça. Écoute, étant plus jeune, peut-être, maintenant je m'en fiche. Bon, évidemment, je n'irai pas m'étaler, je dirais, et parler de ce que je vis et ce que je suis en tant qu'être, en sensibilité et en réceptivité à tout le monde, évidemment. En général, quand je suis dans la société de tous les jours, si on me dit qu'est-ce que vous faites, déjà, j'ai horreur de cette question-là. J'ai envie de dire d'abord à me connaître avant de me poser des questions dans quoi je travaille, comme s'il y avait un intérêt particulier. Il faut connaître l'être humain en premier. J'ai une phrase toute faite, je dis d'abord je vis. Voilà, c'est tout. Oui. C'est tout. Oui, tu peux dire je suis. Et je suis aussi. Hein? Voilà. Et en fait, si les gens, quand on commence à parler de ce genre de sujet, tu sais très bien qu'il y a des gens qui sont complètement happés par ça, qui ont vraiment envie d'aller plus loin dans l'échange, la discussion, qui sont avides de curiosité aussi, et d'autres qui vont être dans qui vont te rabrouer, qui vont te dire arrêtez vos conneries, etc. Alors, un peu ras-le-bol de vouloir toujours prouver quelque chose, ça m'intéresse pas. Est-ce que intellectuellement, psychiquement, physiquement, l'activité qui est la vôtre à tous les deux est éprouvante? Ah oui, ben, pour moi oui. Moi, Joël? Non, pour moi pas du tout. Ah oui, moi oui, par contre. Et comment ça peut s'expliquer? Je sais pas. Moi, c'est éprouvant à partir du moment où j'ai face à moi quelqu'un qui n'a pas du tout le désir d'aller mieux et qui n'est pas du tout à l'écoute. Bien sûr. Donc là, l'énergie est vraiment très lourde et soit j'écourte la consultation, soit je fais en sorte de me protéger au mieux. Et en général, j'oriente la personne vers quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a, toutes les questions viennent en désordre, est-ce qu'il y a des esprits qui t'ont voulu du mal, par exemple? Ah oui, je vais pas faire peur aux gens, oui, ça m'est arrivé. Oui, mais il faut... On peut pas trop en parler à des fois parce que les gens ont peur après. Donc, oui, c'est vrai. Non, mais est-ce que tu ça existe, faut le savoir. Est-ce que tu t'es senti en danger? En danger, non, peut-être pas en danger, mais enfin, en tout cas, menacé, oui, c'est sûr. Oui, bien sûr, oui. Ça m'est arrivé d'avoir des attaques, oui, des psychiques, mais ça, c'est un peu normal parce que il faut comprendre. Moi, je le comprends personnellement dans le sens que quand j'arrive à avoir vraiment ces preuves de survie, et imaginons que des personnes en face de moi, par exemple, ne croient en rien sur la survivance de l'âme, sont sceptiques ou alors en tout cas neutres. Et quand on arrive à avoir ces contacts et ces preuves, et souvent les gens, chez moi, quand ils viennent pour ce genre de démarche, ils prennent un magnétophone, une cassette, ils enregistrent. Donc comme ça, déjà, ils peuvent réécouter, ça leur fait beaucoup de bien pour eux-mêmes et pour leurs proches sur le plan amis et famille. Et ça aide beaucoup, je pense, ce genre de choses. Eh bien, quand on a ces preuves-là, à des gens qui parfois sont sceptiques ou fermés ou qui cherchent, qui sont dans le doute, eh bien ces preuves-là fait que ça déchaîne, je dirais, j'ai remarqué ça, un petit peu les foudres d'entités inférieures non évoluées. Parce que pourquoi? C'est très simple à comprendre, c'est que en fait, on gagne des âmes en évolution là. Et donc les forces contraires se déchaînent pour ça, parce que on crée justement un passage d'ouverture au niveau du spirituel. Et ces âmes qui sont non évoluées viennent m'attaquer. En ce qui me concerne, ça m'est déjà arrivé, oui. J'ai un livre juste en face de moi là-bas, je viens de voir. Je parle souvent de synchronicité. Lise Bourbeau, écoute ton corps. Oui. Toi, tu écoutes l'esprit? Les deux, Les deux. Ouais. Oui.
J'essaye. Mais voilà, donc ce que je vais te dire, c'est que c'est ça, c'est que il y a des attaques qui viennent, c'est vrai. Bon, j'ai eu des débuts de strangulation, des coups de poing dans l'œil, pas de claque. J'ai rebondi sur un mur aussi une fois à la tête par un coup de poing. Bon, bah voilà, faut faire avec. Hein. Mais tu arrives à vivre quand même quotidiennement? Ça doit être tumultueux. Je dis simplement une de chose. Vivre chez toi. C'est que j'ai des amis qui sont jamais revenus dormir. Ah bon, d'accord. Mais par contre, c'est, je n'ose même pas demander à mes voisins, parce que des fois je gueule la nuit en parlant poliment, tu vois. J'en ai marre. J'en dis, foutez-moi la paix. Voilà. François? On a une cliente ici qui a malheureusement perdu son fils d'un accident de moto à l'âge de 26 ans. Et par réconfort, elle va voir quelqu'un qui fait qu'elle-même donc le tien, Henri. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est bien d'aller régulièrement discuter avec quelqu'un qui a disparu? Est-ce qu'on le dérange finalement? Bon, d'abord, il faut savoir que, enfin, moi, quand le contact il est là, je suis un intermédiaire, donc j'attends. Si l'âme veut venir, elle viendra. Je ne force rien du tout. Parfois, les personnes viennent nous voir pour un contact avec une entité précise, et finalement, ce n'est pas celle-ci qui va venir. Ça sera une ou plusieurs qui vont venir. C'est pas toujours dans ce qu'on désire. La seule différence, là, je mettrai un petit bémol, c'est que on a une grâce pour les parents qui perdent des enfants. Les enfants, c'est comme s'il y avait une autorisation spécifique sur le plan spirituel pour que l'âme des enfants vienne se manifester et réconforter la famille. Voilà. Autrement, les autres âmes, c'est pas systématique. Et puis, il faut aussi que l'âme soit en affinité avec le médium. En ce qui concerne les enfants, cela voudrait-il dire qu'il y a quelques regrets dans l'esprit de l'enfant, dans l'âme de l'enfant, de venir rassurer davantage ses parents? Des regrets, non, c'est plutôt un acte d'amour qui veut le manifester le plus invisible, c'est pas un regret. Par contre, des âmes, comme là, tiens, je vais citer un exemple, je me suis retrouvé en public, c'était à Vichy. Là, je suis rentré lundi de Vichy, et il y avait 120 personnes, et au fond de la salle, je vois une dame dans le fond, et je dis, madame, vous avez perdu votre papa, je le vois derrière vous. Elle me dit oui. Je dis, écoutez, je le vois derrière. Oui, je vais apparaître, bon, c'est comme ça. Et je dis, écoutez, je ne sais pas pourquoi il me parle de ça, il n'y a que vous qui pouvez comprendre. Il veut se faire pardonner d'un viol qu'il a commis. Et la femme s'est effondrée. C'était elle. Tu vois, l'âme veut se faire pardonner parce qu'en fait, elle est aussi, je dirais, elle n'arrive pas à évoluer à un moment donné sur le plan spirituel, de l'autre côté, à cause de certaines choses qu'elle a pu commettre sur Terre. Pour prolonger la question de François de Mirbeck, est-il bon pour des personnes qui ont perdu un mari, un enfant, un frère, quelqu'un de proche, est-il bon de s'accrocher pendant des semaines, des mois, voire pour certains des années? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la personne elle-même, et est-ce que c'est bon pour l'esprit? Est-ce que c'est bon pour l'entité? Ni dans un sens, ni dans l'autre. Et comment faire comprendre? Bah déjà, heureusement qu'il y a de magnifiques livres, comme il y a ici. Pour moi, c'est la caverne d'Ali Baba, chez toi, François. Merci. C'est vraiment plein de petits trésors. Et les livres aident beaucoup, justement, ceux qui ont eu un parcours, justement, nous apportent justement leur propre expérience. Et c'est là, justement, que je trouve que les choses sont très intéressantes. Et ce qui est passionnant, j'ai eu la chance moi aussi de voyager un peu à l'étranger, c'est qu'on retrouve les mêmes cas de figure au niveau des contacts spirituels de l'au-delà. C'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été, tu vois. Nous en avons parlé longuement il y a 15 jours avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Absolument. Quel merveilleux cadeau que tu as fait, et aux auditeurs et à la radio, de découvrir un médecin anesthésiste réanimateur qui est venu parler de ce que nous partageons. Nous sommes des milliers à partager. Parce que là aussi, tu as raison d'insister. Ce n'est pas simplement au Portugal, en Espagne, en Italie. Bien sûr, c'est universel. C'est dans le monde entier. Universel. Et il faut dire que si on rentre dans une ethnie particulière, le fonctionnement sera identique, mais un peu différent quelque part, parce que ils ont une façon de vivre différemment par rapport aux us et coutumes, je dirais, au niveau de leur évolution. Excusez-moi de faire une aparté comme ça, mais si on rentre chez les Papous, par exemple, ils ont au niveau millénaire, je dirais, une pratique ritualiste, on va dire, avec leur mort, avec la nature, etc. Une chose que l'on perd aussi nous-mêmes dans notre quotidien de vie, hein, parce qu'on est préoccupé par tellement de choses. Mais parce que la mort fait peur, et que la mort a toujours fait peur, voilà. Et qu'elle continuera de faire toujours peur. Voilà, oui, tout à fait. Tant qu'on nous fera peur avec la mort, nous aurons peur de la mort. Exactement. J'ai écouté une phrase merveilleuse hier soir. J'ai dîné avec des amis, et une de mes amies me dit « Tiens, la mort, c'est une expérience que je n'ai pas encore faite. Je devrais la faire. » Et pourtant, des milliers de personnes, des millions de personnes ont vécu ces expériences de mort. Et on ne les croit pas. On commence à s'ouvrir.
Et qu'est-ce que c'est long? Tu pourrais pas leur demander de nous donner un petit coup de main là-haut? Frapper, on vous ouvrira, c'est écrit. C'est ce qu'on dit. François. Et puis il y a plein des êtres magnifiques comme Alexis Ambre, Oui. qui en parlent vraiment très joliment et très précisément. Je vais poser à Henri, forcément, comme tout le monde, tu as perdu des gens autour de toi, de ta famille, des proches. Le lien avec eux, il est privilégié en fonction de ton don. C'est une bonne question. C'est très bien. J'ai eu, comme tout à chacun, bien sûr, des deuils. Et j'en ai eu pas mal aussi. Il y en a dont j'ai eu la grâce, je dis bien la grâce, de voir, soit au moment même de leur décès physique, donc leur mort vitale, de voir l'esprit apparaître pour me dire au revoir. Donc ils ont, en pleine journée même, ça m'est arrivé, d'avoir quitté par exemple une de mes amies la veille. Elle partit dans le sud avec son amie, et de la voir apparaître en fin de journée comme ça et de me dire au revoir. Et en plus, elle s'est fait identifier en même temps avec un rire. Elle avait un rire si particulier et communicatif. Elle travaillait à des productions, elle faisait des voix, des dessins animés avec Dorothée, tout ça. Bon, c'était toute une époque. Et c'était un personnage que j'adorais. Et donc, elle est venue spontanément, et j'ai appris son décès que le lendemain. Voilà. Il y a des êtres que j'ai aimés, évidemment, qui sont venus après leur décès, et des amis qui sont partis par un suicide, un neveu aussi qui est mort par un suicide, aussi par alliance. Ensuite, il y a d'autres âmes de famille dont je n'ai jamais eu de nouvelles, et des amis dont j'ai jamais eu de contact non plus. Mon père est décédé en 94. J'ai su à l'âge de 11 ans, enfant, comment il allait mourir. Des années avant, bien des années avant. Et quand son décès était prêt au niveau du temps, mon guide a voulu me prévenir pour que je prévienne encore la famille, comme quoi ça allait se passer dans telle période bientôt. Henri, à 11 ans, tu sais comment ton père va mourir? Oui, oui. Et comment réagit le gamin que tu es? Je sais pas comment dire, parce que c'était... Tu en as parlé? Ah, pas à lui, non. J'en ai parlé à mes sœurs et ma maman à l'époque. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as su qui t'avait prévenu, qui t'avait averti? Pas à l'époque, non. Comment tu avais eu cette information? À l'époque, depuis. Après, je l'ai su c'était le guide spirituel, parce qu'en fait, il m'a montré après, en décorporation, presque 5 mois avant que les événements arrivent, il m'a amené en décorporation pour me montrer. Il m'a entraîné, je vais résumer un peu l'histoire, il m'a entraîné en décorporation dans la chambre de mon père, donc à distance, moi habitant Paris, ma famille en province. Et ton père est vivant? Mon père était vivant à l'époque. D'accord. Et il a matérialisé, donc je me suis retrouvé dans la chambre de mon père, mes parents dormaient à part, donc 2 chambres différentes. Donc à Royan? À Royan, absolument. D'accord. Il a matérialisé un drap mauve comme on met sur les cercueils avec des franges. Et il a jeté donc ce drap mauve en velours matérialisé pour que je comprenne bien quelque chose. Mon père avait à côté de lui, sur sa table de nuit, il avait des photos de personnes défuntes de sa famille. Et mon guide m'a montré les images retournées vers la table de nuit, donc face contre la table de nuit. Là, j'ai compris en même temps qu'est-ce qu'il voulait me faire comprendre. Donc là, je suis relié dans le corps physique, et j'ai appelé après le lendemain ma mère. J'ai dit, écoute, voilà, ça va se passer bientôt. Je descends quelques jours après, justement, sur Royan. Et j'arrivais d'une soirée, mes parents habitant donc une maison. Je passe devant la chambre de mon père pour emprunter après le couloir qui mène après la porte d'entrée, où j'allais me rendre. Et là, je vois devant la fenêtre de mon père, je vois un cercueil en image. J'ai dit, bon, ok. Et après, je rentre dans la maison, je vais me coucher, j'effectue une décorporation. C'est la première fois et dernière fois que cela m'est arrivé. Je me suis retrouvé face contre sol, au même niveau que mon corps physique allongé. Donc je pouvais voir sur ma gauche mon corps allongé, et je regardais le sol, donc en décorporation. Et un déplacement très très lourd du corps astral s'est effectué donc face contre le sol, avec des chants d'oiseaux en clairaudience, des chants d'oiseaux tristes. Et là je comprenais encore le message. Et en fait, voilà, après tout est arrivé très rapidement. Tout s'est enchaîné. Tu te souviens que tu viens de parler du guide spirituel? Oui, oui, oui. On en parle peu des guides spirituels. Et pourtant, chers amis, nous avons tous un guide spirituel, nous avons tous des esprits guides, nous avons des guides de famille, et nous avons un ange gardien. Qui sont-ils? Voilà. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Est-ce que ce sont eux qui nous ont choisis, ou nous qui les découvrons?
Écoute, j'ai eu la chance, et j'ai la chance d'avoir le contact du guide. J'ai eu la chance et la grâce. Attends, est-ce que tu l'as rencontré déjà? Une fois. Non, mais de son vivant. Non. C'est un guide spirituel, mais il est décédé. Tu ne l'as jamais rencontré. J'ai rencontré son esprit de l'autre côté. Et comment tu sais que c'est un guide spirituel? Comment tu sais que c'est la ton guide? reconnaissance d'âme à âme. Il n'y a pas de mots. C'est la reconnaissance d'âme à âme. J'avais 22 ans quand ça s'est produit, où j'étais allongé et j'ai entendu en clairaudience des chants, un mélange de voix et de son, on va dire. Hein. C'est difficile à décrire. Et je commençais à entendre de plus en plus intensément ces musiques-là. Et à force d'être dans la réceptivité, au début j'ai résisté. Et donc je ne voulais pas partir et sortir de mon corps. Et à un moment donné, j'ai entendu « Viens » pour la première fois. Or, j'avais déjà effectué quelques décorporations volontaires, hein, mais là j'ai entendu « Viens ». Et j'étais happé, et les sons des chants et de ces musiques, on va dire célestes, entre guillemets, je dirais, étaient tout autour de moi et en moi. C'est très difficile à décrire. Et là, je me suis rendu dans un endroit, un espace, où il y avait des êtres qui étaient en robe de lumière, qui étaient face contre le sol, avec des formes de volupes lumineuses autour, et ces sons venaient d'eux et autour d'eux. Et là, sur la droite, il y avait un être qui était là, et qui m'a regardé, et j'ai su tout de suite. J'ai pas eu un mot. Il m'a rien dit, mais j'ai su que c'était le guide spirituel. Et c'est toujours le même qui t'accompagne depuis le début? Oui, absolument. On peut en avoir plusieurs? Des esprits guides, c'est différent encore. Oui, mais déjà, si on en a un et si on le trouve. Mais voilà, il vient de dire c'est une performance, hein. Non, il a bien dit que nous en avions tous un. Mais oui, mais. Oui. Mais si on ne le dit pas. Ça paraît aussi. Je dois ceux qui en ont un d'une façon consciente là. Consciente. Il y en a 2, 3, 4, 5. Ça fait une petite minorité. Non, mais ça fait rien. Arrête. Il y en a 5. Mais on a une grande inspiration. Regarde aussi. les 5 qu'il y a. C'est magnifique. Et je trouve vachement bien d'être en public dans une émission de radio et que 5 personnes aient levé le doigt. Oui, déjà oui. Alors, positivement, ne disons pas il n'y en a que 5, il y en a 5. Il y en a 5. Et je suis sûr qu'il y en a davantage. Mais les autres qui souhaitent, ils sont dans la majorité. Donc il faut être patient. Oui. Henri. Je pense que oui, c'est la patience qui nous apprend justement la grandeur intérieure, hein, pour évoluer justement et pour recevoir après. Ce qui compte justement, c'est cette patience pour pouvoir après recevoir des informations et puis je dirais avoir le sens du discernement, parce que c'est très dur à avoir dans la vie ça. Et il ne faut pas avoir des signes partout, il ne faut pas non plus chercher à tout prix des choses liées à l'au-delà. Et je veux dire que c'est votre éveil à tous intérieur qui va vous conduire justement à des perceptions particulières qui sont propres à chacun de nous à différents degrés. Pour moi, ça sera d'une façon, pour un tel, ça sera d'une autre façon. On est chacun différent et en même temps si proche, je dirais. On est complémentaires dans l'union, on va dire. Y a-t-il une différence, si différence il y a, entre un guide spirituel et un ange gardien, puisque tu en parlais? Enfin, en ce qui me concerne, oui. Dans l'expérience, oui. Alors, laquelle? Pour toi? Pour moi... Pour qu'on s'y retrouve, hein? Oui. Pour moi, le guide spirituel doit être une entité qui a eu des incarnations déjà sur le plan physique. Je pense. Je suis pas affirmatif à ce niveau-là, mais je pense. Ensuite, l'ange gardien est un être si subtil, si éthéré, qui je dirais qu'il n'a pas eu pour moi d'incarnation sur le plan physique déjà. Et je l'ai vu une fois dans ma vie. Je m'attendais pas du tout à cela du reste. Et pendant une semaine, je n'ai pas travaillé. J'annulais mes rendez-vous. Le guide spirituel a eu une incarnation physique, donc? Pour moi, oui, je pense. D'accord, oui. Moi, je te rejoins. Parce que je pense qu'on est tous amenés nous-mêmes à devenir des guides aussi pour d'autres et d'autres plans. Voilà. Que l'ange gardien, lui, c'est un être si subtil. Alors, excusez-moi de ce que je vais dire maintenant, plaise ou plaise pas, mais je vais le dire. Je ris beaucoup quand j'entends parler que l'ange gardien s'appelle un tel et un tel. Toi aussi? Énormément. Oui. Parce que l'ange gardien, ce sont des êtres tellement subtils sur les plans éthérés que vous savez que le verbe fut créé, donc voilà. Et avoir le nom, c'est les faire descendre dans la matière. Donc on ne peut pas avoir leur nom comme ça, sauf des êtres d'exception, comme des saints parfois de religions différentes ou non religieux, qu'importe, qui peuvent avoir le privilège parfois, ou un être qui a une très grande évolution.
Mais quand on entend des différents noms... Non, mais ça, c'est ton avis. Il est respectable, comme l'avis de ceux qui pensent que leur ange s'appelle Yamael. Ça finit toujours en L ou en Ya. Pour moi, c'est autre chose. C'est la Kabbale. Mais parce qu'il y avait... Mais oui, parce qu'on a mal expliqué Aziel. On l'a mal expliqué aussi. J'ai eu un appel téléphonique il y a quelques jours de Aziel, qui se fait vieux, qui vient de sortir un bouquin extraordinaire aux éditions Bussière. La Kabbale vue dans les évangiles. Mais si on l'appelait tout simplement mon ange, ou l'ange gardien, vouloir à tout prix un prénom, hein, mais tu sais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut toujours identifier la personne. Qu'est-ce que vous faites, tu vois, selon ce qu'on est socialement ou pas socialement. Complètement. Et est-ce qu'un guide peut s'occuper de plusieurs personnes, plusieurs humains? Je pense, oui. Oui, tiens. Je pense. Et ta rencontre avec ton guide, elle est régulière ou elle est... je l'ai vu qu'une seule fois. Ensuite, en décorporation, j'ai pu avoir à plusieurs reprises sa présence en décorporation, en voyage hors du corps. Et ensuite avoir sa matérialisation de son bras, de sa main pour me montrer quelque chose, en me parlant aussi à côté. Et quand je suis dans ma vie de tous les jours, par moment, il m'arrive d'avoir cette clairaudience qui est pour moi, ou alors par rapport à vous qui me rencontrez parfois quand il y a un message, oui, ça arrive. Voilà, mais je ne le vois plus. Hein. On n'a pas besoin de le rencontrer des centaines de fois. Non. Mais est-ce qu'il intervient à des moments, parce que tu as le recul pour ça, est-ce qu'il intervient à des moments où tu sais qu'il faut qu'il soit là? Ma vie a été même sauvée par lui 2 fois. 2 fois. J'ai échappé à un accident, à un incendie. Ça remonte à 10-12 ans en arrière. Je devais me rendre donc dans un... Voilà, est-ce que nous sommes revenus en direct sur Ici et Maintenant, 95.2, en direct depuis la librairie de l'Inconnu, 84 rue du Cherche-Midi, à Paris dans le 6e, et François de Mirbeck remerciait toutes les personnes qui sont présentes, il les remerciait de leur écoute, et j'ai entendu des voix qui disent, mais c'est tellement passionnant. Oui, c'est vrai, non, merci franchement, parce que vous êtes, on doit le dire, pas installé dans les meilleures conditions. C'est vrai qu'Henri, Joël et puis notre ami Jean-Claude nous tiennent un peu en haleine par rapport à un sujet qui est passionnant. Donc merci simplement, et puis on essaiera de vous donner bien sûr la parole. Oui, on va le faire dans 4 minutes. Hein, voilà. Comme ça, mais tu peux déjà commencer à te lever, prendre un micro et te balader dans la salle, si j'ose dire. Oui, Joël, n'oublie pas, si tu as des questions à poser à Henri Vigneault. Oui, alors pour en revenir au guide spirituel et à l'ange gardien, beaucoup de personnes cherchent au moins une fois leur ange gardien. Est-ce que tu crois que l'on peut vivre 24 heures sur 24 avec un ange gardien? Bon, moi je pars d'un principe déjà qu'il faut être, si on peut être conscient que ces forces-là existent autour de nous, déjà c'est important. Qu'importe si on l'appelle ange gardien, qu'importe le nom, ça n'a pas d'importance. Sa présence est là de toute façon. Mais déjà en premier abord, je dirais, prenons conscience que l'âme déjà continue son voyage hors du corps physique et que l'amour continue hors des frontières de l'apparence. Et ça c'est le plus important, car parfois certains individus ont parfois des signes de leurs proches. Combien de fois n'ai-je entendu j'ai senti la pipe de mon père dans la maison, or que je ne fume pas la pipe à la maison et ni mon mari non plus. Par exemple, tu vois, des petits signes, des petits clins d'œil par moment de l'invisible qui sont là. Mais tu parlais d'Alexis Ambre, mais encore Philippe Ragueneau, tu te souviens le bonheur d'avoir reçu Anne Revendling, le dernier signe. Je me demande encore pendant combien d'années il va falloir apporter des preuves pour que on comprenne qu'il y a quelque chose d'autre après la mort. Tout un travail au quotidien, tout ça. Tu y participes beaucoup, Jean-Claude, depuis de nombreuses années avec la radio, bien sûr, et puis tes invités. Et c'est vrai que c'est tout un travail de tout un instant, on va dire, pour pouvoir arriver à comprendre et à chercher. Bon, ceux qui ne cherchent pas, c'est leur parcours, c'est leur droit. Ceux qui ne veulent pas essayer de comprendre ou être en recherche intérieure, ça se respecte aussi, Mais je trouve qu'on a quand même suffisamment de moyens de nos jours et un peu de recul quand même pour s'apercevoir que tout cela existe dans ce fameux pays de Descartes, comme tu disais si bien tout à l'heure. Il y a quand même eu des recherches au début de ce siècle aussi qui ont été faites avec l'Institut métapsychique à Paris au tout début, qui était dans des conditions particulières de recherche avec des protocoles. Il y a des instituts à l'étranger qui existent justement sur la voyance, sur le phénomène de vision à distance. Il y a plein de choses.
Il y a pour moi ce qu'on appelle, je pourrais séparer deux choses entre guillemets, c'est la parapsychologie terrestre et la parapsychologie spirituelle entre guillemets aussi. C'est-à-dire que la parapsychologie terrestre, pour moi, c'est tout ce qui est horizontal, c'est les facultés psy, la télépathie, la psychokinèse, déplacement d'objets, etc. Et la faculté donc paranormale liée au spirituel, c'est le contact avec l'âme, avec des plans subtils. Voilà. Jean-François de Mirbeck, est-ce que tu m'autorises à faire un peu de pub pour mon Plus près des étoiles de vendredi prochain? Avec grand plaisir. J'aurai Jean Pernin pour la deuxième fois. Jean Pernin qui a écrit Passeport pour l'au-delà aux éditions Louise Courteau, qui est une éditrice québécoise. Oui, québécoise. Parce que la France ne veut pas éditer des bouquins comme ça. Jean viendra avec Marie-Madeleine Jacob, qui elle a perdu, Jean a perdu son fils Olivier. Il a cru au début que son fils s'était suicidé. Or, il s'est aperçu, quelques mois après le décès, qu'il n'y avait pas eu qu'il n'y avait pas eu suicide. Marie-Madeleine Jacob, qui elle a perdu une petite fille de 7 ans, après un calvaire de souffrance. Et puis, écoutez bien, parce que vous allez apprendre pas mal de choses sur la mort présumée de Daniel Balavoine. Quand je dis la mort présumée, je garde le suspense jusqu'au bout. Oui, parce J'aurai une invitée qui va venir parler au bout de 19 ans. Sans traduire ou sans dévoiler, il s'est quand même manifesté sous forme de petits mots. Entre autres. Et on n'en dit pas plus. Première question pour Henri Vigneault. Oui, au sujet du guide spirituel et de l'ange gardien, est-ce que vous croyez qu'en plus, nos parents décédés viennent sur Terre pour nous aider? Absolument, oui, absolument. Bien sûr, bien sûr. Et combien de fois n'ai-je eu ces contacts-là, justement, auprès des personnes qui viennent me rencontrer, bien sûr, bien sûr. Écoutez, ce n'est que de l'amour, de toute façon. Oui. Ils viennent vers nous. Certains peuvent, d'autres pas. Ça arrive que l'un vient et pas l'autre. Ça, pourquoi on ne sait pas. Hein, parfois les deux ensemble. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand j'ai des contacts comme ça. C'est quand les gens, parfois, qui viennent me rencontrer, n'ont pas toujours tous les détails sur l'esprit qui veut transmettre quelque chose. Et je me régale quand les gens me rappellent pour me dire « J'ai pris des renseignements auprès de la famille, mais c'est incroyable parce que, voilà, papa, le grand-père avait un bar, avait quelque chose. » Et je ne savais pas. J'adore ça, quand des gens n'ont pas tous les renseignements aussi. Y a-t-il une autre question? Et bien sûr qu'ils continuent. Quel est votre prénom? Vous êtes une auditrice de la radio? Oui. Ah bon? Oui. Et quel est votre prénom? Monique. Ah mais Monique. Oui, parce qu'en rêve, j'ai eu ma mère avec le contact physique, l'odeur et tout, et puis je lui ai demandé, est-ce que de là où tu es, tu peux m'aider? Elle m'a dit, ah ben oui, puis heureusement que je t'aide parfois. Alors là, ce n'est pas le rêve, c'est le songe. Là, c'est le contact de l'âme avec le vivant. Voilà, c'est autre chose. Bien sûr qu'ils viennent par le songe, bien sûr. C'est un des moyens de communiquer avec nous, bien sûr. J'aimerais bien qu'Isabelle se rapproche. Isabelle, merci Monique. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, approchez-vous, ce sera beaucoup plus simple. Attends, j'avais baissé ton micro. Approchez-vous si vous avez des questions. Là, nous sommes en direct sur Ici et Maintenant et en direct depuis la librairie. Profitez que nous sommes là. Attendez. On va rapprocher un micro de votre bouche. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît, vous donner votre prénom. Je vous remercie. Voilà, tout ça se fait dans la bonne humeur. Avec un peu de mal pour se déplacer pour les uns et les autres. Alors quel est votre prénom? Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour messieurs, dames. Vous voulez poser une question à Révignon? Oui. Du coup, vous m'en plus. Non, je voulais savoir si il pouvait prédire sur des photos. Prédire dans quel sens? Au niveau de voyance? Sur beaucoup de choses, quoi. Vous voulez dire au niveau de la voyance? Madeleine est intimidée. Oui, mais il ne s'agit pas de prédiction, Madeleine. Là, on ne parlait pas de prédiction, on parlait du contact médiumnique. Oui, voilà, le contact avec les personnes. Défuntes. Oui. Eh bien, oui, on parle de cela depuis tout à l'heure, c'est ça. Je peux apporter des photos et vous pouvez voir dessus. J'adore. Non. Si, mais là, vous parlez du contact des preuves de survie, vous parlez. Non, je parle des morts, moi. Eh bien, c'est ça, oui, c'est ça. Moi, à mon avis, elle a très envie de voir Henri Vigneault en tête à tête. Hein. Je sais pas, ils ont des tas de choses à se dire. Hein. Non, mais c'est mignon la question de Madeleine. Merci à vous. Ça ne marche pas forcément à tous les coups, vous savez, Madeleine. Mais avec Henri, avec Joël, ça marche souvent. Il y a une autre personne. Je garde Isabelle pour la fin de l'émission. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Jacqueline. Je voudrais savoir, les enfants handicapés, y a-t-il une raison pour qu'ils viennent sur Terre comme dans madame, cet état? Quelle question? Quelle question? Oui. Pourquoi vous posez une question comme ça?
J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. On est tout de aussi. suite dans le pathos, voyez, avec ce genre de questions. Ah oui. Est-ce que c'est important de savoir quand une personne, que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte, qu'il soit handicapé ou pas handicapé, est-ce qu'on est handicapé de l'autre côté? Là, pardonnez-moi, mais c'est une question qui me gêne parce qu'on rentre dans le dramatique, alors que nous faisons une émission dans la joie. D'accord. Si vous avez une autre question, mais peut-être Non, que je réponds. Je suis méchant, hein, mais Non, mais c'est... voyez le mot handicap tout On de suite. comprend ça la fait- douleur aussi. Parce que c'est une souffrance Bien sûr. constante, et pour les Normal. parents et pour l'enfant. Ah bon? Voilà. Vous avez eu des... Et j'ai ma fille qui est vous avez- handicapée. Et J'ai un fils qui est handicapé, je n'ai jamais été en souffrance. Eh bien, moi, je suis en souffrance parce qu'elle a 44 ans. Oui. Et ça, bien sûr que elle vieillit plus vite que nous et qu'elle souffre. Elle a des kystes sur la tête et puis maintenant elle a un problème au pied et puis elle parle pas. Bon, il y a cette sensibilité qui est là, exacerbée. Et vous avez l'amour pour elle. J'ai de l'amour. Eh ben, c'est la plus Heureusement grande- qu'elle c'est est la plus- avec C'est la plus grande... avec au foyer où il y a des gens qui s'occupent d'elle, mais c'est quand même une souffrance de mettre un enfant parce qu'on voudrait qu'il soit heureux et le bonheur qu'il peut avoir, c'est vis-à-vis des gens, enfin les gens qui peuvent avoir. Alors, ce que vous voulez savoir, madame, c'est que quand on est handicapé, quand on est un enfant handicapé, quand on meurt, est-ce qu'on l'est encore de l'autre côté? Je pense que non. Comment Je vous le pense- savez? Je me dis que ce serait trop triste quand même. Oui, Oui, absolument. voilà. Bon. Henri, Oui, non, mais de toute façon, les différenciations que l'on peut avoir entre nos vies à tous, et chacun a une épreuve différente dans la vie, vous savez, ou a des épreuves différentes. Et nos épreuves ici ne sont pas les mêmes que ceux des personnes qui vivent dans d'autres pays, où ils ont la famine, où ils ont aussi des handicaps, vous comprenez? Il y a toute une raison d'être, et ça, on rentre dans le grand mystère, vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est le grand mystère. Et c'est ce qui nous amène justement à nous éveiller intérieurement pour nous poser ces questions comme vous le faites, vous voyez. Donc vous avez aussi, je pense depuis des années, je pense également, fait une recherche intérieurement sur le plan spirituel, madame. Oui, absolument. C'est ça. Donc vous voyez, rien n'est pour rien non plus, quelque part. Donc, mais on ne peut pas avoir la réponse à tout, justement, de tous nos problèmes, de tous nos maux. C'est pas possible. On ne peut avoir que des approches, justement, dans cette essence en Dieu, si on peut l'appeler Dieu, qu'importe le nom. et continuez de donner cet amour à cette... Comment elle s'appelle? Quel est son C'est prénom? important, bien sûr. Sophie. La force de l'amour. C'est bien ça le plus important, non? Oui, mais si vous voulez, c'est terrible pour Mais vous vivez, mais madame, vous vivez ça en permanence. Je veux pas. Est-ce que je pourrais discuter avec vous après l'émission? Oui, si. Vous me ferez ce plaisir ou pas? Oui, absolument, Hein? ok. D'accord. On a tous un seuil de degré à la douleur différent pour chacun de nous, de toutes les manières déjà à ce niveau-là. Je connais une dame qui a été élevée à la DAS dans différents foyers d'accueil. Son mari est également un monsieur qui a été élevé dans différents foyers d'accueil. Donc aucun lien familial particulier et ni, je dirais, soudé. Ils se sont connus jeunes. Ils ont eu 3 magnifiques garçons. Cette femme-là perd en 3 ans de temps son mari et ses 3 beaux garçons. Donc déjà, au départ, aucune racine. Aucune racine. Et après, tout lui échappe aussi autour d'elle, plus personne. Cette femme-là, aujourd'hui, eh bien, elle aide les jeunes femmes en difficulté, les filles mères, et elle rayonne, elle a transcendé ces épreuves. Car depuis très jeune, elle a déjà eu ces épreuves tellement difficiles, elle a transcendé tout ça. On ne pourrait jamais croire, madame, ce qu'elle a vécu. Voilà. Tout est différent pour chacun de nous. Y a-t-il une autre question dans la salle? Alors Isabelle. Isabelle a téléphoné la semaine dernière, en direct, pendant 90 minutes passées avec Joël Frété dans des voyances. Vous nous avez posé, une question. Elle nous a posé une question et tous les deux, on était à peu près connectés. Ouais. On a dit non, vous ne posez pas de questions et je vous ai dit venez à la librairie jeudi prochain. Et vous êtes venus. Alors maintenant, la question, c'est à vous. Isabelle, vous avez le micro. Joël m'a dit que mon père... Bien avant. Ma question était sur mon père qui est décédé au mois de mai dernier et savoir comment ça se passait pour lui. Et vous m'avez dit que... Oui, j'ai dit que j'étais plus vraiment le spécialiste en la matière et c'est pour ça qu'on a proposé Jean-Claude et moi à ce qu'elle vienne ce soir. On m'a pas gonflé, je suis venue avec ma petite photo. Alors... peut-être que pas. C'est pas prévu, Henri. C'est pas prévu. C'est bien pour montrer. C'est bien pour montrer que l'émission est totalement en direct. Hein. Si encore il y avait besoin de le faire. Alors, je sais pas.
Mais alors je voulais vous dire, Isabelle, s'il vous plaît, oui. quand on a des expériences en direct les vendredis soirs avec Henri, on lui laisse le temps de se concentrer. Il faut au moins 4-5 minutes, parce qu'il y a tout un cérémonial, il y a tout un rituel qu'il fait avec les photos. Donc là, je ne sais pas si c'est possible. C'est ça. Donc là, il y a du monde. Je suis dans l'intellect, je ne suis pas dans la réceptivité là pour l'instant. Là, vous voyez, il faudrait simplement bien devant la bouche le micro, Isabelle. Oui, pardon. Si y a un blocage dû à des énergies familiales, ces énergies-là, quelles sont-elles et comment les travailler pour les améliorer, faire en sorte que c'est tout un ensemble. Je vois que la question s'adresse à moi, mais ça c'est le genre de réponse qu'on ne peut pas. C'est un petit peu comme en radio. Bon, il y a des sujets qui sont faciles à aborder, faciles à répondre. Des sujets comme cela, ça mérite quand même du temps, un minimum de concentration, beaucoup d'écoute d'un côté comme de l'autre, et surtout pas dans ce genre de contexte. Il est décédé il y a longtemps, votre père? Mois de mai, fin mai. Mais je pense que et j'avais cru comprendre que votre question, c'était de lui dire que du temps de son vivant, vous ne l'aviez pas souvent dit « je t'aime » et que vous avez eu envie, on a senti ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez pu lui dire de son vivant suffisamment de fois « je t'aime » ? Je lui ai dit mentalement à sa mort. Et j'ai essayé de l'accompagner. Mais mentalement, parce que c'était à l'hôpital et le contexte autour, c'était pas possible. Et je pense qu'il était déjà dans le coma à ce moment-là. Donc, mais petite fille, vous lui aviez dit? Jeune femme, vous lui aviez dit? Bien sûr. Ah, ben d'accord. Ou alors si vous lui avez dit, vous voulez savoir s'il est toujours en élévation? C'est ça, vous voulez savoir? Oui, je voudrais savoir s'il est monté. Vous voulez savoir s'il vous aime? Non, je pense qu'il m'aime. La question n'est pas là. C'est savoir si ça se passe bien, je pense que par la prière on peut... On les aide beaucoup par la prière évidemment, de toute façon c'est sûr. Par la pensée affective qu'on a pour eux, en ne les retenant pas dans le monde physique, attention. C'est pas de prier, c'est pas de leur parler en disant pourquoi m'as-tu quitté, surtout pas. Ça il faut éviter ce genre de choses déjà. Vous voyez. Alors quelle est votre préoccupation, Isabelle? Bien savoir s'il est bien dans la lumière et... Difficile de vous répondre à cela comme ça en 1 minute parce que j'ai pas eu le temps de me concentrer, de me canaliser, c'est pas facile honnêtement. Là j'ai pas eu le temps de me concentrer à ce niveau-là. Mais est-ce que vos parents ont habité à un moment donné sur les bords de mer ou la Côte d'Azur, ce genre non, de droit? Du tout. Et pourquoi les bords de mer marquent quelque chose pour vous? Le bord de la mer, non. Oui. Pourquoi je vois beaucoup des endroits de régions de soleil, je sais pas pourquoi. Non, j'aime bien le soleil, mais non, je connais pas. Alors c'est pas votre père que je capte là. Non. C'est pour vous. Je sais pas pourquoi j'ai des bords de côte, de bord de mer. C'est très marrant. Ça marque pas votre famille du tout. Non, du tout. Non, c'est pas avec qui je suis. En tous les cas, ça va être plutôt pour vous. Alors je sais pas pourquoi. Mais c'est là toute la particularité de Henri Vigneault, c'est que les messages qu'il capte, et je l'ai vu travailler des dizaines de fois, ne sont pas forcément pour Isabelle, mais il peut y avoir quelqu'un dans la librairie pour lesquels ce qu'il vient de dire va éveiller quelques souvenirs. Et André, ça vous dit rien? Non, familialement, non. Des amis, oui, des amis. Les proches? Peut-être. Non, c'est pas... Approchez-vous, non. Approchez-vous. Là. Mais André, je sais pas pourquoi. André, si, ma grand-mère s'appelait André. Ah, voilà, d'accord. Alors, pour moi, je comprends mieux. Je l'ai pas connue. Ça n'a pas d'importance, c'est la mère de qui? De ma mère. Oui. Alors, ça voudrait dire pour moi qu'elle a fait partie des hommes qui ont dû l'accueillir, votre papa. Voilà pourquoi. Je pense, oui. Je sais pas, oui. Oui. Et qui est-ce qui marchait avec J'ai également une sœur qui est décédée. Attendez, excusez-moi. Qui c'est qui marchait aussi avec un déhanchement, qui avait un problème au niveau du bassin ou qui... Ah bah voilà, c'est lui que je capte. Parce que je vois quelqu'un dans l'autre blague qui me regarde en silhouette et qui avait un déhanchement pour tout le temps quand il marchait. Oui, il s'est cassé la colonne. D'accord. Il montre ça, j'entendais handicap lourd à ce niveau-là. Écoutez, je le sens à côté de vous, mais il peut pas encore aller dans la communication pleinement, puis je suis pas concentré complètement ici, hein. Mais je le sens pas en souffrance, hein, déjà, ça c'est important. Hein. Il a été moitié, il me montre une image, il a été à moitié comateux et à moitié éveillé par moment, vous voyez. C'était entre les deux.
Il me montre vous et quelqu'un à sa droite et à sa gauche, et deux personnes qui l'accompagnaient. Ma mère. Voilà, certainement, parce qu'il montre deux personnes en silhouette à côté de lui, et il me dit jusqu'au dernier souffle, vous voyez, c'est ça. Le 6, le 16, vous évoquez quelque chose? Cherchez bien. Le 6, c'est le mois de juin, il y a beaucoup d'événements familiaux au mois de juin, oui. D'accord. Le 16, je sais pas. C'est un événement familiaux à tout niveau, vous voulez dire? À tout niveau, oui. D'accord. Et naissance, décès, tout ça? Oui. Naissance, décès, mariage, d'accord. Tout le temps au mois de juin. Parce que le 6e mois, je sais bien, ou le 6 tout court. Hein. Oui. D'accord. Hein. Le 6, le 26, le 16, bon, tout ça, vous voyez? Oui. Voilà. Et attendez, le 6, c'est le mois de mai. Et il est mort au mois de mai. Mois de juin. Mois de juin, pardon. Oui. Il est mort en juin? Non, il est mort le 26 mai. Ah, le 26, vous voyez? Parce qu'il m'écrivait le 6. Ah, vous voyez? Faut le temps, hein? Oui. Moi, il m'écrivait bien le 6 devant moi, donc c'est bien le 26, c'est ça. Voilà. Donc il n'y a plus de souffrance là, parce que non, pour l'instant, non. J'ai pas cette image-là de souffrance pour l'instant. Hein. Voilà. Non, je peux pas aller plus loin ici. Parce que... Non, mais c'est des... Merci Henri. C'est déjà remarquable, non? Ben oui, mais voilà, mais Isabelle, je ne veux pas m'avancer. Je ne veux pas dire des bêtises. Je peux vous dire qu'il était là. Comment Henri pouvait savoir qu'il y avait le prénom André? Comment pouvait-il parler de déhanchement et d'autres détails? Il faudrait que vous réécoutiez. Oui, mais je suis pas du tout médium, mais je pense profondément que c'est autour de nous tout le temps. Et que il y a quelqu'un d'autre. Excusez-moi de vous interrompre. Mais il y a quelqu'un d'autre dans votre famille qui, pour des raisons de santé, ne pouvait plus s'alimenter normalement. Qu'on alimentait soit à la paille, soit avec... Mon père. Ah bah voilà, c'est nul. Parce que il me montre comme si on alimentait par... J'entendais ça à l'oreille en clairaudience, vous voyez, avec une paille, quelque chose comme ça. J'avais pas déglutir, vous voyez. Et la mère, l'eau? Non, je pense... Non, enfin, je pense à ma mère, mais qui est très... Non, l'eau, non, rien, enfin... En tout cas, pas l'océan. D'accord. Non, c'est pas grave, ça vous tilterez sûrement plus tard à ce niveau-là. Non, sa présence est bien là, vous inquiétez pas, je le sens bien. Mais bon, je pourrais aller plus loin si j'avais le temps. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci Henri. Y a-t-il d'autres questions dans la librairie? Est-ce que vous avez une question à poser? Oui, approchez-vous, laissez passer la dame avec la queue de cheval et la veste de couleur verte qui va venir jusque là. Je rappelle qu'on est en direct depuis la librairie de l'Inconnu, 84 rue du Cherche-Midi à Paris, dans le 6e arrondissement. Rapprochez-vous. Bonjour madame, votre prénom? Bonjour Maryse. Bonjour Maryse. Et votre question? Alors ma question, c'est comment articule-t-on le phénomène de voyance, le contact avec les défunts, avec la réincarnation? Comment ça se... Comment, par exemple, si on est en contact avec un décédé qui est mort il y a 50 ans, ça veut dire que d'ici là, il ne s'est pas réincarné? Ah bah, si la personne a le contact avec l'âme, oui, a priori. Oui. Et une autre question, alors là, personnelle, ma grand-mère est décédée il y a 13 ans maintenant, et il ne se passe pas de semaine où je rêve d'elle 2-3 fois depuis tout ce temps-là. Alors, est-ce que c'est mon psychisme qui essaie de la rejoindre comme ça la nuit, ou est-ce que j'étais très attachée à elle, ou est-ce que c'est elle qui interfère et cherche à agir à travers moi, je ne sais pas, me donner des nouvelles Mais il faudrait voir en fonction de ce que vous avez comme images qui vous sont données, révélées ou pas, je ne sais pas. Est-ce des rêves qui sont toujours similaires, identiques ou différents? Il y a des points communs quand même, c'est très actif. Il y a une trame, vous voulez dire? Oui, il y a une trame, pas toujours, mais ça arrive, ça peut arriver, oui. Il faut analyser chaque songe ou rêve, ça dépend à quel niveau ça va se situer. Hein. On peut pas répondre comme ça de but en blanc en vous disant oui c'est ceci, oui c'est cela, c'est pas possible. Mais maintenant si vous ressentez votre amour lié à elle, forcément vous l'avez cet amour et c'est en vous. Et il n'y a pas de raison qu'elle non plus n'ait pas cet amour pour vous. C'est sûr qu'il y a ce lien qui est là. Maintenant, est-ce que vous avez le contact? Je ne sais pas là, je peux pas vous répondre.
D'accord. Mais le temps n'existe pas au niveau des... Si une âme est partie, il y a 30 ans, 50 ans, elle peut se manifester, bien sûr, de ce côté. Et c'est une question très récurrente, hein, on le voit, on l'entend pendant les émissions à la radio. Les personnes qui parlent de leurs décédés, en parlent souvent, très souvent, dans leurs rêves. Oui. Ce qui m'amène à poser cette question, est-ce qu'on peut les voir autrement que dans les rêves et dans les songes? Oui. Est-ce qu'on peut les voir différemment? Mais oui, bien sûr, il y a différentes façons. En étant éveillé, en étant réveillé, en ayant des signes, en ayant des preuves. Oui, il y a différentes façons dont on se manifeste par des bruits, par des sons, par des apparitions, par des clairaudiences, par des odeurs. Voilà, ça dépend à quel niveau ça va se situer. Mais des signes intelligents. Attention, ne voyons pas des signes partout. Soyez analyste dans ce que vous avez comme phénomène qui vous rappelle ou vous amène à une réflexion personnelle par rapport à cela. Et est-ce que je peux rajouter une dernière chose qui concerne Jean-Claude? À une émission le soir, quelqu'un a dit quand le disciple est prêt, le maître paraît, et quand le disciple s'élève, le maître disparaît. Le livre est là, tiens. Oh, c'est bien. Ben oui, c'est pas d'un livre, c'est de notre amie commune, Mathie. Ah bon? Et elle n'y a pas pris dans un livre, c'est venu d'elle-même. Je pense que ça fait partie de cette phrase, de ces phrases qui restent dans la mémoire et on finit par ne plus savoir. Mais le titre du livre d'Alain Brett, t'avais les coquines d'être venu dire ça en direct, hein. Le titre du livre d'Alain Brett, cette phrase n'existe nulle part. Il est là derrière toi, François, le livre. Regarde, je l'ai vu là tout à l'heure. Le livre de Alain Brett et Jérôme Bourgine. Bon, écoute, il a disparu. Il est tout près, mais c'est vrai. C'est le titre. Oui, mais je l'ai vu. Oui, voilà. Y a-t-il une autre question dans la librairie? Merci beaucoup, Marie. Merci. Une question à Henri. Oui, mais François. Elle va être tranquille, celle-là. Est-ce qu'un esprit, par exemple, quand on a vécu quelque chose de fusionnel avec quelqu'un, que cette personne disparaît, est-ce que cet esprit peut venir, soit en éveillé, soit en non éveillé, nous demander de la suivre, de la rejoindre? Ça peut arriver. De partir avec? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'une âme qui était très très fusionnelle avec quelqu'un a envie que l'autre vienne la rejoindre. Ça peut arriver, ce genre de choses, tout à fait. Ouais. Et quel genre de réaction? C'est presque une âme qui devient un peu possessive, par amour quelque part, ou égoïsme, qu'importe le nom qu'on va donner. Et le vivant, s'il y a un conseil à donner, quelle marche à suivre? Tout va dépendre de la personne vivante, comment elle va ressentir ce genre de choses déjà, à quel niveau, si elle va être très perturbée par certains phénomènes qui seront entre guillemets d'antise quelque part, qui vont se produire à différents degrés dans la perception, hein, comment l'âme veut communiquer. C'est comme si l'esprit voulait happer le vivant, hein, ça arrive. Comme moi, on essaye de me happer des fois en décorporation et je refuse parce que j'ai une facilité pour cela et je ne sais pas qui veut m'entraîner, donc je refuse. Justement, Henri, comment réagir dans des situations comme celle-là? Parce que là, c'est encore un sujet dont on parle peu. Il existe des personnes décédées qui viennent dans les 5 jours, 10 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois et qui vous font de ces farces la nuit et principalement la nuit. Comment réagir? Faut-il avoir peur? Parce que ça fait peur, ça fait vraiment très peur. Écoute, je répète toujours les mêmes choses, mais j'ai toujours peur. Ça va dépendre de la manifestation. Comment ils vont venir à nous pour justement se faire connaître, se faire reconnaître, se faire donc identifier. Et moi, j'ai une chose que je déteste de l'autre côté, c'est quand ils veulent se matérialiser avec densité. Quand ils sont à côté de moi, je sens leur corps astral qui se densifie vraiment comme un corps tangible, tout doucement, qui prend forme. Imagine un ballon que l'on gonfle, et ça prend cette forme-là, et que tu as l'esprit qui veut te toucher à ce moment-là, qui densifie sa main, ou qui... Je supporte pas. Je suis tétanisé de peur. Alors comment rejeter tout ça? On est maître à bord intérieurement. On est le maître à bord de son propre véhicule, on peut refuser bien sûr, déjà en essayant de ne pas se laisser aller dans l'énergie, parce que quand l'esprit se manifeste, il faut savoir une chose qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est que ils ont besoin également de ce qu'on appelle dans un jargon on va dire intellectuel, peut-être des mots, ils ont besoin de notre énergie ectoplasmique, c'est-à-dire c'est une énergie fluidique qui est un fluide universel,
qui nous appartient, qui appartient à d'autres éléments subtils, et dont ils ont besoin parfois pour se densifier, pour se manifester, comme des longueurs d'onde porteuses donc qui va les amener à communiquer. Donc on peut refuser, bien sûr qu'on peut refuser. François, on est maître de nous-mêmes aussi. Une personne a déjà un peu posé la question, mais ta croyance sur la réincarnation? Je n'ai pas, j'ai pas eu énormément de cas. Tu sais que ça fait partie des sujets qui fâchent à chaque fois. Oui, mais il faut les aborder. Oui, mais est-ce qu'on a vraiment le temps, François de Mirbeck, pour parler de la réincarnation? C'est un avis. Non, mon avis, je n'ai pas eu personnellement beaucoup de preuves de réincarnation, sauf une fois, ça m'a vraiment interpellé. Je vais le dire tel que je l'ai vécu. Ça remonte à déjà bien 15 ans, cette histoire. C'était une personne en clairvoyance. J'étais pas en médiumnité. Je vois que sa fille, à cette dame-là, était enceinte. J'avais aucune photo, aucun support. Elle m'avait pas donné de photo, cette petite dame. Et d'un seul coup, je capte, après cela, l'esprit de quelqu'un qui vient vers moi et qui s'identifie avec une tache de vin sur le visage. Et lui de me dire de l'autre côté, et de me faire comprendre qu'il allait essayer de venir se réincarner dans l'enfant. C'est quand même très grave, c'est pas facile à annoncer ça. Je peux me tromper, c'est pas évident, ça fait peur en plus. Eh bien, j'ai dit écoutez, n'en parlez pas à votre fille pour pas l'affoler, évidemment déjà. Je pense, moi, comprendre, parce que l'esprit veut me faire comprendre, qu'il donnerait un signe dans le corps de l'enfant avec une tâche également presque similaire. Ce qui fut le cas après. Donc là, je me pose la question. Je peux pas dire plus. D'accord. J'en sais rien. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est à travers les écrits aussi, les recherches aussi. Dans les exégèses, c'est pareil, on trouve bien une phrase qui dit voici Élie qui revient, celui-là même qui était Jean-Baptiste que vous n'avez pas reconnu. Non, ça c'est dans la Bible, je suis désolé. Dans les exégèses, c'était plutôt si tu touches un cheveu de ton voisin, et il ne se passera pas 7 générations sans que tu n'aies payé jusqu'au dernier iota. Voilà. Tourne-toi. Regarde derrière toi. Quel est le titre du livre là? Tu parles du cheveu. Cheveux, parle-moi de moi. Oui. Mais comme dans l'Apocalypse, mais encore faut-il prendre le temps et le soin de lire l'Apocalypse quand on parle du monde des morts. Les phrases y sont. À propos de livres, les livres qui viennent de sortir aux éditions Trajectoire, François, tu les as pas sous les yeux, mais je les ai dans les mains. Mais tu fais mieux que moi, ça en plus. Oui, Richard Bessières, Les pouvoirs inconnus de l'homme, avant et après sa mort. C'est aux éditions Trajectoire. Un livre remarquable dans la collection Les Incontournables. Gros travail. Le Nombre d'or. C'est toujours aux éditions Trajectoire, écrit par Philippe Lamarck. Tiens, je vais l'inviter un vendredi soir, lui. C'est une bonne idée. Bernard Raquin, notre ami Bernard Raquin, qui a écrit au moins 60 ou 80 livres. Et là aussi, je conseille de lire ce livre, Bernard Raquin, Les grandes manipulations des temps modernes. Je trouve que la couverture est géniale. On est parti dans la spirale, la Big Brother. Oui. Et puis, il y a un autre livre de Marc-Louis Questin, Traité pratique de magie celte. Tout ça, ce sont des parutions très récentes aux éditions Trajectoire. Oui, c'est tout à fait récent. C'est des sorties du mois, quoi. Et avec à chaque fois un gros travail par rapport à chaque sujet traité, et qui nous apprend aussi une autre façon de réfléchir et une autre façon de voir. Également aux éditions Delville Santé, Lise Monson, que j'avais reçue il y a 2 mois maintenant, La migraine et les solutions existent, préfacée par le professeur André Pradalier. Roselyne Madelena, Lise Jourdan, Comment ne pas se créer des maladies. Ça, c'est un livre à lire. C'est aux éditions Delville Santé. Le vinaigre fait maison, les bienfaits en cuisine, santé beauté, le vinaigre. Véronique Meglioli. Très très bon livre aussi. Le vinaigre vient du vin aigre. Et puis préménopause. Merci. Patricia Rivecchio, préménopause, ménopause enfin traitée, maigrir sans fin, toujours préfacé par le docteur Daniel Sister. Voilà, ça c'est une édition entièrement modifiée puisque ça existait déjà, mais là c'est vraiment tout à fait actualisé. On parle de la prochaine émission? La prochaine émission, il nous reste 2 minutes. Oui. Voilà, la prochaine émission aura lieu le jeudi 15 décembre, dernière émission de l'année. Et pour la dernière émission de l'année, Jean-Claude et moi recevrons un grand numérologue qui s'appelle Jean-Daniel Fermier. Qui viendra de Belgique. Spécialement. Et on peut dire que lui, il est très très bon numérologue. Son père l'était aussi, donc les jeunes passent. Et il va nous donner un peu les grandes tendances de l'année 2006.
parce que c'est toujours aujourd'hui intéressant de savoir de quoi demain sera fait. Même fin d'année oblige. Hein. Oui, fin d'année oblige aussi. Et il sera accompagné par Daniel Briez, qui est quelqu'un de tout à fait remarquable. Et si vous avez la possibilité de venir, c'est de l'écouter, ça serait très bien. Et qui a toute une théorie sur les couleurs. Et les parfums. Et les parfums, l'aboutissement de sa théorie, puisque chacun de nous est régi par des couleurs. Et en fonction de ça, on peut améliorer beaucoup de choses. On a parlé de choc émotionnel pour un certain nombre d'entre vous aujourd'hui. Mais vous saurez la suite le mois prochain, nous allons être interrompus. Et alors avant d'être interrompu, on fait un grand remerciement à nos deux invités, Henri Vigneault, Joël, qui était venu en guest star, mais qui était très bien. Et puis je crois que la vraie vedette, c'était vous, messieurs, absolument, et mesdames, et un grand merci, et c'est à nous de vous applaudir. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.